Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Il y a quelques années, je suis parti faire un voyage en Amérique du Sud et j'ai notamment passé plus d'1 mois et demi au pays des Incas, le Pérou. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur le Pérou, c'est que c'est un pays vraiment énorme. C'est le 3e plus grand pays d'Amérique du Sud, et donc autant vous dire qu'en 1 mois et demi, j'ai forcément pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai quand même réussi à voyager et à découvrir les 3 zones géographiques bien distinctes qui composent le pays. Le long de la côte, on retrouve les plages, qui sont bordées par une région désertique et aride. Au centre, on a la cordillère des Andes et ses hauts sommets qui traversent le pays de part en part. Et à l'intérieur des terres, l'impénétrable forêt amazonienne qui étend ses ramures jusqu'au centre du continent. Et à force de passer d'une région à l'autre, j'ai quand même réussi à réunir quelques conseils qui nous permettront de découvrir les richesses de ce pays. Alors mes chers aventuriers, préparez votre pactage, n'oubliez pas vos rations de survie et que l'aventure commence. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur Pachacútec, l'Inca qui a construit le Machu Picchu. Alors bien sûr, je reviendrai plus tard dans cette vidéo sur le Machu Picchu, et notamment sur les différents moyens qui s'offrent à nous pour s'y rendre. Mais pour le conseil numéro 1, j'aimerais qu'on s'intéresse à tous les vestiges que nous ont laissés les civilisations qui ont fait l'histoire du Pérou. Conseil numéro 1. Alors on va quand même commencer par parler des Incas, qui a quand même été l'une des plus grandes civilisations d'Amérique du Sud. Et pour en apprendre plus sur eux, the place to be, c'est la ville de Cusco. C'est de là qu'on peut organiser son expédition pour aller au Machu Picchu, mais aussi pour aller à la vallée sacrée qui recèle de nombreux trésors. On y trouve d'impressionnantes ruines, comme par exemple le village de Pisac, perché au sommet d'une colline et considéré comme la porte d'entrée de la vallée sacrée. On peut y admirer de magnifiques terrasses, typiquement Inca, qu'ils construisaient pour l'agriculture, mais aussi pour consolider la montagne et se protéger des tremblements de terre et des glissements de terrain. Ils étaient donc capables de transformer la structure même de la montagne à leur avantage. Après Pisac, allez découvrir l'impressionnante forteresse d'Ollantaytambo et observer la précision folle avec laquelle les Incas découpaient les pierres pour construire leurs murs. Et j'ai testé, même une carte de crédit ne passe pas entre les deux pierres. Dans la vallée sacrée, il y a encore en tout cas 2 sites qui méritent également le détour. Tout d'abord, rendons-nous aux salines de Maras. Juchée à 3300 mètres d'altitude, cette carrière produit entre 150 et 200 tonnes de sel par an. Et oui, je dis bien produit, parce que le plus fou dans cette histoire, c'est que les paysans locaux l'exploitent encore, de la même façon que les Incas. Le deuxième lieu dont je voulais vous parler s'appelle le Morai. Et là, j'ai envie de vous laisser quelques secondes pour essayer de deviner à quoi ça pouvait bien servir. Alors non, c'est pas une ancienne piscine Inca. En fait, il s'agit d'un laboratoire agricole. Les Incas cultivaient de nombreuses plantes dont certaines venaient de l'Amazonie. Par exemple, la fameuse feuille de coca. Le problème, c'est que les Incas pouvaient vivre jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude. Et donc vous imaginez bien que la différence de climat et d'altitude n'était pas bénéfique pour la croissance des plantes. Bon alors je suis pas un expert, mais en gros, ils plantaient les premières pousses au centre du trou, puis les montaient sur les terrasses supérieures au fur et à mesure qu'elles grandissaient. Et là, la manière dont ils ont agencé les terrasses créait plusieurs microclimats, et il y a une différence de 5 degrés entre le point le plus bas et le point le plus haut du Morai. Alors je vous avoue, même moi j'ai pas tout compris, mais ça m'a tout l'air d'être du génie. Alors ça c'était pour les Incas, mais bien sûr au Pérou, il y a eu d'autres grandes civilisations. Et je vous ai préparé une petite liste, par ordre chronologique, s'il vous plaît. Tout d'abord, la civilisation de Nazca, qui vivait dans l'une des régions les plus arides au monde. Et ils ont profité de cette immense étendue désertique pour nous exprimer tout leur talent artistique. Ils ont tracé d'immenses géoglyphes au sol, dont on ne connaît toujours pas la signification aujourd'hui. La plupart sont des lignes droites de plusieurs kilomètres, mais certaines représentent des animaux, des plantes, voire même des êtres humains. Pour les observer, il est possible de survoler le désert dans des petits avions, mais expérience faite, attention au mal de l'air. Proche de l'actuelle ville de Trujillo, il est possible de visiter 2 sites archéologiques particulièrement grandioses. Tout d'abord, 2 temples, côte à côte, l'un rend hommage au soleil, l'autre à la lune. Ils ont été construits dans un désert par le peuple Moche. Et on respecte le nom, s'il vous plaît. Seul le temple de la Lune est ouvert au public, et on peut y observer de magnifiques fresques murales, ainsi qu'une pierre sur laquelle se déroulaient, en hommage aux dieux, les sacrifices d'animaux et parfois même d'êtres humains. Après la chute de la civilisation Moche, est apparu dans la même région le peuple Chimú, qui étaient les grands ennemis des Incas.
Ils ont construit sur les ruines de leurs ancêtres l'imposante cité de Chan Chan, qui à son apogée aurait compté jusqu'à 100 000 habitants. Située dans un désert aride, l'architecture du palais principal se fond parfaitement dans son décor. Prenons maintenant un peu d'altitude et dirigeons-nous vers la ville de Chachapoyas où a vécu le peuple du même nom qui signifie guerrier des nuages. Juché au sommet d'une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude se trouve la mystérieuse cité de Quelap. Avant de se retrouver au pied de ces murs protecteurs, il est impossible de tout simplement voir la ville et de s'imaginer que jusqu'à 300 000 personnes ont pu vivre à cet endroit. Alors je vous le dis tout de suite, c'est sûrement l'endroit qui m'a le plus impressionné. Juste le fait de s'imaginer que des gens ont décidé de s'installer dans un endroit si inhospitalier et que tous les jours ils se levaient avec une vue à 360 degrés sur toute la vallée, je trouve ça fou. Quelap, c'est un site qui pour moi est encore très méconnu pour les touristes. Quand j'y étais en 2017, il y avait de grands travaux de restauration qui étaient en cours et le but était clairement d'en faire le prochain Machu Picchu. Je vous conseille donc de ne pas trop tarder pour aller le visiter. Plus proche de nous, puisque ce peuple vit toujours au Pérou, dans les alentours de la ville de Puno, il est possible d'aller visiter les îles Uros sur le lac Titicaca. Une quarantaine de ces îles artificielles, faites à base de roseaux, forment une ville archipel. Pour éviter d'être dérangé par les touristes, et à raison, il n'est possible de se rendre que sur 2 de ces îlots et de faire un petit trajet avec une embarcation traditionnelle. Les habitants des îles Uros sont complètement adaptés à la société contemporaine et vivent en partie de ce tourisme. Et on va pas se mentir, vous aurez surtout l'occasion d'y visiter des magasins de souvenirs et je ne conseille donc pas forcément cette excursion. Alors bien sûr, il existe énormément d'autres peuples qui ont vécu au Pérou, mais je pense qu'avec ça, on a déjà une bonne entrée en matière. Et donc maintenant, je vous propose de prendre un peu d'altitude et de nous diriger vers les hauts sommets de la Cordillère des Andes pour le conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Alors la Cordillère des Andes, c'est tout simplement la plus longue chaîne de montagnes au monde qui longe l'ouest du continent sud-américain du nord au sud. Les montagnes représentent environ 30% du territoire péruvien. Et quand on sait que 60% c'est de la forêt amazonienne, on comprend mieux pourquoi les populations de ce pays ont décidé d'aller s'installer dans des territoires si peu hospitaliers. Parce qu'au Pérou, c'est quand même quelque chose d'assez commun de se retrouver dans une ville ou dans un village qui se trouve à plus de 3000 voire 4000 mètres d'altitude. Et c'est notamment le cas de la ville de Cusco, où on va tout de suite retourner pour notre première escale. C'est depuis cette ville qu'on peut organiser son expédition pour aller découvrir la fameuse montagne aux 7 couleurs. Des bus partent de Cusco à 3 h du matin et déposent les touristes à une centaine de mètres du sommet. Située entre 5100 et 5200 mètres d'altitude, cette petite balade peut néanmoins être assez difficile pour les gens qui souffrent du mal des montagnes. Et attention aussi pour les personnes qui sont flippées des transports, parce que la route empruntée par les bus n'est pas de tout repos. Et une fois toutes ces épreuves passées, il reste quand même un petit inconvénient, c'est que tout le monde se retrouve en haut en même temps et que du coup, la vision qu'on a depuis le sommet n'est pas exactement la même que sur les photos Instagram. Je sais qu'il existe aussi des treks pour se rendre à la montagne de cette couleur et donc pour éviter les bouchons, et à refaire, je choisirais plutôt cette solution. Mais bon, dans tous les cas, ça reste un endroit assez magique, surtout que derrière la montagne aux 7 couleurs se trouve la tout aussi magnifique Vallée Rouge. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi elle porte ce nom? Sinon, pour les amoureux des montagnes et des marches, l'endroit incontournable pour moi s'appelle Huaraz. Cette ville est surnommée la Petite Suisse des Andes et c'est le point de départ de nombreux treks pour aventuriers débutants ou aguerris. Alors pour s'échauffer un peu, je vous propose un trek d'une journée jusqu'à la Laguna 69. Bon, désolé, je trouve que ça sonne mieux en anglais. Pour atteindre la Laguna 69, il faut environ 3 heures sur 14 km de marche. Alors dit comme ça, sur le papier, ça n'a pas l'air si compliqué. Mais il faut bien se rendre compte que le départ se fait à 3900 mètres d'altitude, l'arrivée est à 4600, et que donc le manque d'oxygène rend chaque effort physique beaucoup plus pénible. Parce que le truc avec l'altitude, c'est que chacun réagit différemment au changement, et que ça n'a pas forcément de rapport avec sa condition physique. Pour moi, le plus important, ça reste l'acclimatation. C'est sûr que si le jour avant de faire le trek, t'étais sur la plage, les pieds en éventail, tu risques de choper le mal des montagnes et de ne pas finir le trek. Et ce serait vraiment dommage. Parce que la récompense au bout de la marche en vaut l'effort. Entre terre, neige et glace, l'eau turquoise de la Laguna 69 provient directement des glaciers et les plus courageux d'entre vous pourront même s'y baigner. Maintenant qu'on est échauffé, je vous propose de partir pour un trek un peu plus long, le trek du Santa Cruz. Ce trek dure 4 jours et 3 nuits et nous emmène à travers les magnifiques paysages de la Cordillère Blanche. Il peut se faire d'un sens comme dans l'autre, mais dans tous les cas, il vous faudra acheter vos billets à l'une des 2 entrées de ce parc national. Le but du Santa Cruz est de rejoindre Punta Union,
le point le plus haut de ce trek à 4750 mètres d'altitude. Alors je conseille vraiment ce trek pour ces paysages à couper le souffle. Entre les sommets andins enneigés, les lagunes d'un bleu éclatant et les somptueuses vallées que l'on traverse, on se sent vraiment minuscule. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, mais comme souvent au Pérou, c'est que c'est possible de faire ce trek en autonomie totale et sans guide. Le chemin est bien tracé, facile à suivre et il est recensé sur plusieurs applications de géolocalisation. Alors attention quand même, c'est mieux de prendre un guide si vous avez vraiment zéro expérience en montagne et surtout ne jamais partir seul. Pour les aventuriers plus aguerris, il est aussi possible de faire de l'alpinisme à des altitudes encore plus hautes. Parce que ce qui est bien au Pérou, c'est qu'on trouve certains des sommets à plus de 6000 mètres les plus accessibles au monde. Alors moi j'en ai pas fait à Huaraz, mais dans la région d'Arequipa, j'ai gravi le mont Chachani à 6057 mètres d'altitude. Ce qu'il faut savoir avec les treks à ce genre d'altitude, c'est qu'en général, ils coûtent très cher et qu'on n'est jamais sûr d'arriver au bout à cause du mal des montagnes. Pour moi, c'était surtout une occasion de tester comment allait réagir mon corps parce que le prix était vraiment raisonnable. Un pick-up nous emmène donc au camp de base à un peu plus de 5000 mètres d'altitude pour passer la nuit. Enfin, quand je dis passer la nuit, il faut savoir que le réveil se fait à 2 h du matin pour débuter l'ascension et que le manque d'oxygène rend le simple fait de dormir très compliqué. Nous attend ensuite une marche de 5 à 6 heures avec normalement peu de neige et un paysage grandiose. Bon, bien sûr, moi quand j'y étais, il avait neigé le jour d'avant et c'était brouillard total. En arrivant au sommet, j'ai quand même eu la chance d'avoir une éclaircie de 15 minutes durant laquelle j'ai pu observer les sommets environnants avec une belle éruption volcanique en arrière-plan. Au niveau de l'altitude, pour moi ça a très bien été, même si je suis passé par des moments d'euphorie totale et d'autres moments où je me demandais ce qui me poussait à me foutre dans des galères pareilles. Eh bien ça m'a ouvert l'appétit moi toute cette marche. Et si on allait voir ce qu'il y a à manger et à boire au Pérou dans le conseil numéro 3. Conseil numéro 3. Alors quand je pense à la nourriture péruvienne, je pense tout de suite à la pomme de terre. Plus de 3000 espèces différentes sont cultivées dans le pays, et je dirais que c'est vraiment un aliment de base dans la cuisine péruvienne. Après, au niveau des restaurants, je dirais que c'est vraiment le pays idéal pour les gens qui voyagent avec un petit budget. Tous les petits établissements de quartier où les Péruviens vont aussi manger proposent des menus du jour. Le menu est composé d'une boisson, d'une soupe en entrée, suivi d'un plat composé de riz, de patates, d'un morceau de viande, de salade et parfois même d'un œuf au plat. Le tout pour l'équivalent d'environ 2 francs suisses, de quoi manger bien et économique tous les jours. Sinon, dans les plats traditionnels qu'il faut absolument goûter, il y a le ceviche, qui est en gros du poisson ou des fruits de mer crus qui sont cuits dans une marinade acide, généralement du citron vert. Le ceviche est donc servi froid, un peu comme une salade, avec des herbes aromatiques, des oignons et des petits légumes. Parmi les autres spécialités atypiques, il est aussi possible de manger de la viande d'alpaca, qui est un animal tout mignon, mais principalement élevé pour sa fourrure, et également de la viande de cuy. Et alors là, attention, âme sensible s'abstenir, le cuy c'est une sorte de gros cochon d'Inde qui est élevé dans des fermes et qui est généralement servi pour des grandes occasions. Et quand on vous le sert, c'est entier avec la tête et les 4 pattes en l'air. Personnellement, j'ai pas trouvé ça incroyable, surtout qu'il y a peu de viande et beaucoup de gras. Et pour accompagner tout ça, les Péruviens vous serviront volontiers une tasse de maté de coca. Alors oui, quand elle est transformée de manière chimique, la feuille de coca devient une substance pas très légale, mais à la base, c'est une plante médicinale qui vient d'Amazonie. Elle était déjà cultivée par les Incas et ça n'a pas beaucoup plus d'effet qu'une tasse de café. D'ailleurs, elle est toujours consommée séchée par les peuples andins qui la mastiquent pour lutter contre le mal des montagnes. Et pour bien terminer la journée, il faut absolument tester le pisco sour. C'est un cocktail qui est à base de pisco, qui est une sorte de vin blanc. Il est mélangé avec du jus de citron, du sirop de sucre de canne, de la cannelle et un ingrédient secret, du blanc d'œuf. Alors oui, dit comme ça fait un peu bizarre, mais je dois bien vous avouer que moi j'adorais ça et que ça m'a d'ailleurs valu quelques réveils un peu difficiles. À consommer avec modération, bien évidemment. Maintenant qu'on a bien mangé, je vous propose de repartir à l'aventure et pour le conseil numéro 4, on va s'enfoncer dans l'enfer vert, la forêt amazonienne. Conseil numéro 4. On va commencer par parler d'un endroit où je ne suis pas allé, mais qui fait clairement partie de mes priorités si je retourne au Pérou un jour. Il s'agit de la ville d'Iquitos, qui est la plus grande zone urbaine au monde, qui n'est pas accessible par une route. Et pour cause, elle est perdue en plein milieu de la forêt amazonienne. En fait, la ville d'Iquitos attire surtout des travailleurs qui viennent y exploiter les richesses de la forêt. Tout d'abord le caoutchouc, puis les bois précieux, l'or, l'huile et enfin le pétrole. À cette atmosphère industrielle vient se mélanger les cultes et les croyances des peuples qui habitent la jungle. Aujourd'hui, c'est devenu une destination touristique incontournable pour les gens qui veulent s'initier au rituel de l'ayahuasca. Et l'ayahuasca, c'est un breuvage hallucinogène qui est censé purifier le corps et l'esprit. Et alors, je vous le dis tout de suite, après avoir entendu les témoignages de personnes qui l'ont fait, je ne me plierai jamais à ce rituel. En gros, la cérémonie est réalisée par un chaman, et là, attention.
Parce que qui dit tourisme dit business, il y a beaucoup de personnes qui voudront en profiter en se faisant passer pour des chamans et en vous vendant de l'ayahuasca alors qu'ils n'y connaissent rien. La cérémonie se déroule sur un voire plusieurs jours, durant lesquels se succèdent hallucinations et vomissements. Alors déforestation et stupéfiants. Je crois que je suis pas très bien en train de la vendre, cette ville. Non, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est que vu que la ville n'est pas accessible par une route, on s'y déplace principalement en bateau. Je sais par exemple qu'il est possible de rejoindre l'équateur en passant par des fleuves qui sillonnent l'Amazonie. Le trajet dure environ une semaine, et je sais pas, moi juste le fait de m'imaginer me retrouver sur un petit bateau en plein milieu de la plus grande forêt du monde, je trouve ça terriblement excitant. De mon côté, la forêt amazonienne, je l'ai plutôt découverte du côté de Puerto Maldonado. Il y a plusieurs parcs nationaux dans cette région, dont le parc de Manu et le parc de Tombopata. Le parc de Manu est surtout connu pour ses treks à travers la jungle. On peut y observer des singes hurleurs dont le cri s'entend jusqu'à 3 km. Mais aussi des colonies de haras multicolores qui se regroupent sur des blocs d'argile pour faire bronzette. Et avec beaucoup de chance, des osselets qui, on va pas se mentir, sont vraiment trop mignons. Dans le parc de Tombopata, l'attraction principale, c'est le lac Sandoval. Plusieurs lodges bordent le lac, et c'est un endroit que je qualifierais d'un peu plus reposant. Les journées sont composées de balades à pied dans la jungle, suivies de sorties en pirogue pour admirer le coucher de soleil depuis le lac. On peut y observer une multitude de singes, d'insectes et d'oiseaux, mais aussi des loutres géantes et des caïmans à la nuit tombée. Ok, alors avec tout ça, je pense qu'on a une bonne vision globale de quoi faire au Pérou. Mais maintenant est venu pour moi le temps de répondre à la question que tous les gens qui vont dans ce pays me posent. Comment est-ce qu'on se rend au Machu Picchu? Conseil numéro 5. En principe, l'expédition au Machu Picchu s'organise depuis la ville de Cusco. Et le but est de se rendre dans la ville d'Aguascalientes, qui est au pied de cette ancienne cité inca. La ville d'Aguascalientes n'est pas accessible en voiture. On s'y rend soit en train depuis l'une des 4 stations, soit à pied depuis la station d'Hydroelectrica. Ensuite, il vous faudra acheter à l'avance votre billet pour rentrer sur le site du Machu Picchu, soit dans les agences agréées à Cusco ou à Aguascalientes, soit sur les sites internet autorisés. Au prix du billet, vous pourrez rajouter un supplément pour monter soit sur le Huayna Picchu, limité à 400 personnes par jour, soit sur la Montaña qui se trouve derrière le site archéologique. Et attention pour la réservation, parce que les autorités péruviennes ont limité l'accès au site à 6000 personnes par jour, réparties sur des tranches horaires allant de 6 h du matin à 17 h. La haute saison touristique s'étend d'avril à décembre, avec un peu moins d'influence en juin et en novembre. Il est donc fortement conseillé de réserver ses billets bien à l'avance et sur internet durant ces périodes. Moi par exemple j'y étais en novembre et j'ai pu prendre mes billets directement à Aguascalientes le jour avant la visite. Ok, donc ça c'est pour la base par laquelle tout le monde doit passer. Maintenant, on va s'intéresser aux formules un peu plus personnalisables pour se rendre à Aguascalientes. Pour ceux qui veulent uniquement voir le Machu Picchu, il est possible de faire une visite sur 1 ou 2 jours, comme on l'a vu avec le train, ou alors avec un bus qui nous dépose à Hydroelectrica et on fait les derniers kilomètres à pied. Alors moi, je trouve l'expérience un peu courte pour visiter l'une des 7 merveilles du monde, mais qu'est-ce que vous voulez, parfois, on n'a pas le temps. Moi, je favoriserais plutôt l'option des treks, et il en existe énormément, sur 3, 4, voire même plus de 10 jours. Et pour ça, pas de panique, vous pourrez vous informer sur toutes les possibilités dans les nombreuses agences de tourisme à Cusco. Le trek le plus connu, c'est l'Inca Trail. L'Inca Trail passe sur l'ancienne route qui reliait à l'époque les différentes cités de l'Empire Inca. Il est très contrôlé et il est obligatoire de prendre un guide pour l'emprunter. Par contre, c'est le seul moyen pour voir le lever du soleil sur le Machu Picchu et d'être le premier à rentrer sur le site. Et là on se dit, ça peut être sympa. Sauf que la rareté faisant le prix, il faut quand même un certain budget pour se permettre l'Inca Trail. Après, il y a par exemple des treks sportifs où vous pourrez faire du rafting, du VTT et de la tyrolienne. Ou d'autres encore qui passent par la vallée sacrée, histoire de faire d'une pierre deux coups. Moi, le trek que j'ai choisi s'appelle le Salcantay, et toujours principalement pour la raison qu'il n'y a pas besoin de guide pour le faire. En gros, on s'est monté une petite équipe de 5 personnes à Cusco. D'ailleurs, salut les amis si vous passez par là. On a loué du matériel, préparé nos provisions, et on a négocié un taxi pour se rendre au village de départ. Et ce qui est bien, c'est qu'après, le chemin est presque en ligne droite, et avec un GPS, il y a peu de chances de se perdre. L'objectif du premier jour, c'est de se rendre au campement de Soryapampa en parcourant 13 km. Il y a là une magnifique lagune qui se trouve déjà à 3800 mètres d'altitude.
Le deuxième jour, il faut un peu plus grimper, et là l'objectif c'est de se rendre au col du Salcantay qui lui est à un peu plus de 4600 mètres d'altitude. Après ça, il ne vous reste plus que la descente. Et au fur et à mesure que l'on descend, les hauts sommets enneigés laissent petit à petit place à une végétation de plus en plus fournie. Le troisième jour, on continue jusqu'au village de La Playa, et là, le kiff total, des sources chaudes nous attendent. Je peux aussi vous dire que leurs pisco sour sont excellents. Quatrième jour, c'est la dernière étape, on relie Aguascalientes en passant par Hidroelectrica. Et là je conseille vraiment la marche au train, juste pour les moments où on croise ce mastodonte de ferraille en plein milieu de la jungle. Le cinquième jour, c'est le jour J. Le réveil est fixé à 4 h du matin. Alors nous on a privilégié le camping, mais il y a aussi des hôtels de 0 à 5 étoiles à Aguascalientes. En gros, à 5 h du matin, ouvre un pont au pied de la colline pour laisser passer les marcheurs qui ont encore entre 40 minutes et 1 heure de montée à faire avant d'atteindre l'entrée du site qui, elle, ouvre à 6 h. Et là, il y a deux teams, ceux qui marchent et ceux qui prennent le bus. La marche est vraiment très sympa, mais le truc c'est qu'il faut vraiment être très rapide pour arriver avant les bus et ne pas se retrouver noyé dans la masse de touristes. On devait être une trentaine à avoir été assez rapide le jour où j'y étais. Parce que je peux vous dire qu'après les galères qu'on avait vécues les jours d'avant, le fait d'être les premiers à rentrer sur ce site mystique et de l'avoir pour nous pendant 5 minutes, c'était un kiff total. Parce que le Machu Picchu, c'est plus que cette photo qu'on a déjà tous vue sur les réseaux. C'est toute une atmosphère presque magique où l'on se sent transporté dans une autre époque. Et voilà, je commence à avoir fait le tour de tout ce que j'ai apprécié au Pérou. Avant de partir, je vous donne encore un de mes coups de cœur, le petit village de Mancora. Situé au bord de l'océan, c'est le genre d'endroit où le temps semble s'arrêter et où on pourrait rester indéfiniment. Je logeais dans un hostel, les pieds dans le sable, et mes journées se résumaient à faire du surf et à passer de bons moments avec les autres voyageurs. Alors je sais qu'il existe plusieurs endroits de ce style le long de la côte, et j'ai envie de dire, à vous de choisir. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié la diversité qu'on peut trouver au Pérou, dont mon expérience au Machu Picchu en était un espèce de concentré. Mais il y a encore tellement d'autres choses à faire. Par exemple, je n'ai pas eu le temps d'aller à Ica, marcher sur les dunes de sable, ou encore d'observer les condors dans le canyon de Colca. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao!